pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Tout le monde a un grand cadre, puis on veut aider les plus vulnérables, mais ça ne veut pas dire d'accepter de la criminalité. Comme maire, on est écœurés de ça. On construit des quartiers, on essaie de faire habiter le monde ensemble, puis il arrive des situations comme ça qui nous dépassent, pour lesquelles on n'a pas les ressources. Il est temps que ça cesse. Il est temps qu'on ait un engagement du gouvernement du Québec où on va mettre fin à l'itinérance. Ce ne sera pas demain. Ça va prendre 10-15 ans. On va mettre les ressources parce que ces situations-là sont inacceptables. Soyons clairs, le métro n'est pas un refuge. Il manque de refuge. Ce fardeau-là ne peut pas être que sur la STM, justement. We will begin the largest deportation operation in American history. Voici Patrick Lagacé. Bienvenue à l'antenne. Très content d'être avec vous jusqu'à 10h. Vous pouvez nous écrire au 98-985, 12 novembre 2024, 6h, 2 minutes. 3 degrés présentement à Montréal. C'est frisquet, alternant soleil et nuages ce matin. Du soleil en après-midi. Et le mercure qui va monter jusqu'à 6 degrés aujourd'hui. Demain, mercredi, du soleil, mais ce sera froid. Quand on va se réveiller demain matin, là, ce sera sous le point de congélation. Donc, moins 3 degrés demain. Ressenti de moins 7 degrés, maximum de 2. Jeudi, ciel variable, maximum de 4 degrés. On va commencer avec le fameux vivre ensemble. À une époque, le vivre ensemble, c'est quand on parlait de cohabitation entre les Québécois et les nouveaux arrivants. Maintenant, le terme est utilisé pour une toute autre forme de cohabitation, c'est-à-dire entre les sans-abri, les itinérants qui souvent ont des problèmes de santé mentale, de consommation, et les résidents qui, eux, ont un toit, qui, eux, travaillent, qui ont une vie, disons, on est plus chanceux que ces personnes-là. Soit, une fois que ça c'est dit, il faut constater quelque chose, c'est que c'est pas une cohabitation, un vivre ensemble qui est facile. Et ce matin, il y a 2 histoires dont je veux vous parler. La première, c'est un cas qui frappe l'imaginaire, celui de Luc Bruno. C'est un citoyen de Montréal qui a témoigné aux journalistes de TVA et de la presse aussi. Donc lui, M. Bruno, ça s'est passé la semaine passée, s'est planté une seringue souillée dans la main. Une malchance totale. C'est un matin comme les autres, là, et vers 6 heures, il s'est rendu à l'immeuble à logement qu'il possède sur la rue du Havre. Ça, c'est près du métro Frontenac à Montréal. C'est un secteur qui est assez chaud et c'est un métro qui est assez chaud à cet égard-là, qui attire toutes sortes de clientèles, toutes sortes de personnes là, qui ont des problèmes de santé mentale, de consommation aussi. Et là, il arrive et devant la porte de son garage, il y a 2 individus qui sont en train de s'injecter des drogues. Il arrive, les 2 gars s'en vont, et il échappe ses clés en voulant ouvrir une porte, et il se penche pour ramasser ses clés, met la main dans des feuilles, c'est l'automne, et c'est là qu'il se coupe avec une seringue qui était là. Comme si c'était pas assez, un des gars qui est en train de s'injecter revient et dit à M. Bruno, « Ah, t'as trouvé ce que je cherchais? J'ai pas d'autre seringue, je vais la reprendre. » Évidemment, il est allé à l'hôpital, M. Bruno. On lui a donné des médicaments, des antibiotiques, des vaccins, etc., pour éviter qu'il y ait contamination. Je veux dire, il peut avoir toutes sortes de maladies, de l'hépatite, du VIH, etc. Il n'y aura pas les résultats de tout ça, de ces tests-là, avant 3 mois. Jusque-là, il vit évidemment dans l'angoisse. Et ce qu'il raconte, M. Bruno, c'est qu'il a déjà fait des plaintes dans le passé parce que les gens, semble-t-il, dans le coin, dans un parc pas loin, s'injectent comme ça à ciel ouvert. C'est illégal, mais c'est toléré. Appelez pas la police pour ça, il n'y a rien qui va se passer. Et ce qu'il dit, c'est la Ville de Montréal, qu'est-ce qu'elle attend pour faire quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de tolérer ça? Pourquoi est-ce qu'on doit appeler la police? Qui fait quoi dans ces situations-là? Et il dit, moi, là, j'ai des chances maintenant d'être séropositif à cause de ça. Pas le fun. Tu sais, l'administration municipale, je veux dire une chose, je l'ai abordé avec Mme Plante hier, je l'ai abordé avec M. Marchand hier, la mairesse de Montréal, le maire de Québec. Les villes ne sont pas censées gérer des problèmes sociaux comme ça. Les villes le font, et parce que les villes le font, on s'attend à ce qu'elles en fassent plus. Parce que les villes le font, on va critiquer les villes, et je comprends. On peut critiquer les villes, mais il faut juste toujours rappeler là-dedans que le social, c'est le domaine de la province, c'est le domaine du gouvernement du Québec.
Ça ne devrait pas être aux villes à gérer ça, mais les villes sont pognées avec ça parce qu'il y a aussi un aspect sécurité publique. Et là, t'es citoyen, tu regardes ça, on nous dit, évidemment, il ne faut pas l'être, on nous dit, soyez pas méchants, restez calmes. Les gens qui sont dans le quartier chinois, qui deviennent exaspérés, qui parfois vont invectiver des sans-abri. Il y en a qui ont réveillé des sans-abri qui dormaient dans l'entrée de leur commerce avec des verres d'eau. On ne veut pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Mais l'exaspération, des fois, peut vous pousser à faire des choses qui sont hors normes. Donc, t'appelles la police, il ne se passe rien. T'appelles les services sociaux, il ne se passe rien. À un moment donné, ça se peut que tu te fâches. Et là, il y a la deuxième histoire de Vivre ensemble que je vais aborder. C'est la STM qui a fermé en douce un édicule du métro Atwater pour l'hiver. Un édicule, si vous voulez, là, c'est un point d'accès au métro Atwater. Et pourquoi on a fermé ça? On n'a pas annoncé les raisons quand ça a été annoncé, mais la raison, c'est sorti ces dernières heures, là, c'est que il y a des problèmes de citoyens qui sont insultés, qui sont intimidés. Donc, ce que la STM veut faire, c'est réduire les occurrences de méfaits, et là je cite, et les agissements indésirables ou dangereux, tels que l'intimidation et la consommation de stupéfiants. Et là, je cite la STM encore une fois. La sécurité de notre clientèle et de notre personnel, au même titre que l'intégrité de nos infrastructures, demeure notre principal devoir en tant que transporteur public. Je lis ça, puis j'ai juste envie de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on tolère dans les métros, dans les couloirs du métro, et je sais que c'est cruel de dire ça, on tolère des gens qui ne devraient pas être là. Partout, dans tous les métros à Montréal, il y a de ces problèmes. Des gens qui sont là, qui sont agressifs, qui consomment, qui vont... J'ai lu toutes sortes, au fil des mois, là, j'ai lu toutes sortes de commentaires, des gens qui se font insulter, cracher dessus, par des gens qui sont en perte de contact avec la réalité. La question est assez simple. Est-ce qu'une station de métro, c'est un refuge? Est-ce qu'une station de métro, c'est un hôpital psychiatrique? Si la réponse est non, bien, il faut d'une part sortir ces gens-là des stations de métro et d'autre part, leur donner ailleurs où aller. Et je ne parle pas de logement là, permanent. C'est un peu court de dire que tant qu'il n'y aura pas du logement permanent pour tout le monde, on ne pourra pas régler le problème. Il y a des gens qui sont dans la rue présentement, qui sont dans les stations de métro. Vous leur donneriez un palace à Westmount avec des majordomes, ils ne pourraient pas tenir maison. C'est tout. Il y a des gens qui ont besoin d'être pris en charge autrement. Et je le souligne, parce qu'on va en parler tantôt avec le président de la STM, Eric Allen Cadwell. Je le souligne et je dis la même chose que je dis toujours dans cette situation-là. Regardez ce qui se passe dans l'ouest du pays. Regardez ce qui se passe à Toronto aussi. Regardez ce qui se passe dans l'ouest américain. Les gens en ont ras-le-bol des incivilités semblables. Et comment ça se traduit? Bien, ça se traduit que les progressistes mangent des volets aux urnes. Ça se traduit qu'il y a une soif pour plus de répression et parfois de la répression bête. Donc, si les politiciens progressistes à Montréal, au Québec, ne prennent pas leurs responsabilités, ils vont créer un marché pour l'intolérance. Je l'ai dit tantôt, là, si vous avez des expériences dans le métro, je sais que vous êtes nombreux à avoir eu des expériences choquantes avec des populations de sans-abri, écrivez-moi. J'aimerais ça lire vos commentaires. 985. Dans l'actualité ce matin, 2 histoires qui concernent la DPJ. Je commence avec un scoop de Katia Gagnon dans le journal La Presse. Un autre scandale sexuel avant Cité des Prairies. On sait, là, il y a quelques semaines, cette histoire est sortie à Cité des Prairies. C'est un centre de réadaptation, un centre fermé pour des jeunes sous supervision de la DPJ, mais qui ont commis des délits graves. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des intervenantes qui avaient des rapports sexuels avec des adolescents, évidemment interdits. Probablement qu'il y aura des accusations. Probablement qu'on pourra dire à ce moment-là que c'était des agressions sexuelles. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des inconduites sexuelles à Cité des Prairies. Et là, Katia nous arrive avec une histoire qui concerne le Mont-Saint-Antoine, qui est un autre centre de réadaptation. Ça se passait avant la réforme Barrette, avant que les DPJ soient intégrés dans les CIS et les CIUS. Mais entre 2013 et 2015, il y a eu à Mont-Saint-Antoine, à ce centre de réadaptation, des relations inappropriées, des inconduites sexuelles entre des éducatrices, encore une fois, et 2 éducatrices et des jeunes. Là, ce qui n'est pas clair, c'est quel âge avaient les jeunes. Est-ce qu'ils avaient 14 à 16 ans ou 12 à 14 ans? C'est pas clair. Et c'est pas clair parce que le CIUS de... c'est quel CIUS, ça? Le CIUS du centre de l'île, du centre-sud de l'île, je m'excuse, là, des fois, les dénominations pour les CIUS, c'est un peu compliqué, mais ce CIUS ne veut pas parler.
ne veut pas donner de détails, ni sur ce qui a mené au congédiement, on se contente de parler d'inconduite sexuelle, ni sur ce qui est reproché, et ni sur le fait de la suite du dossier. Est-ce qu'il y a eu des accusations? On ne le sait pas. Donc, ce que Katia relate, évidemment, ça ne tombe pas du ressort du ministre Carman, c'était bien avant son arrivée à la santé et aux services sociaux, mais ça pose encore une fois la question de l'expérience des éducateurs, des éducatrices, de l'encadrement. Et selon les sources de Katia Gagnon, il y avait assez peu d'encadrement. Et là, juste un mot sur le recours aux clauses de confidentialité par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal pour ne pas parler de ce qui s'est passé. On veut protéger, semble-t-il, la confidentialité des dossiers d'employés. C'est pas la première fois qu'on l'entend, celle-là. Je comprends que dans certaines circonstances, on ne veuille pas aller dans cette avenue-là. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de noter une chose. C'est quand tu ne communiques pas sur des cas comme ça, quand tu te réfugies derrière des clauses de confidentialité, ça a aussi le bel avantage très commode, de limiter le nombre d'informations qui pourraient démontrer que tu as mal géré la situation aussi comme organisation. Donc, c'est à lire dans la presse sous la plume de Katia Gagnon. Et dans le journal Le Nouvelliste, autre histoire de DPJ, Sébastien Houle, cette fois, qui rapporte que 25 % des postes à la DPJ sont vacants. On le sait, il y a des gros problèmes de recrutement à la DPJ un peu partout au Québec. Sur les 725 postes d'intervenants, éducateurs, réviseurs, d'autres spécialistes en activité clinique, il y en a 200 qui seraient vacants présentement à la DPJ. Et là, il y a un effet de cercle vicieux. Pourquoi? C'est parce que la DPJ Mauricie et Centre du Québec a été affligée par un scandale il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a démontré que des enfants ont été retirés de leur famille, de la garde de leurs parents, sous des motifs complètement farfelus. C'était des familles où il y avait des défis, oui, mais il n'y a rien qui justifiait qu'on retire les enfants et qu'on les confie en adoption, ce qu'on appelle la banque mixte, et ça a été fait. Ça a été fait sous des motifs qui sont totalement farfelus. C'est carrément des enlèvements d'enfants, ce qui est décrit là-bas. Évidemment, ce qu'on lit dans le Nouvelliste, c'est que la médiatisation de ces histoires-là et la politisation aussi, parce que le ministre Carman a demandé des enquêtes, ça démotive les employés de la DPJ qui sont là, qui s'en vont ailleurs dans le réseau. Là-dessus, 2 constats. Ça va mal aller à la DPJ avant que ça aille mieux, c'est assez clair. Vous avez des pénuries de personnel qui font qu'on met un peu partout des employés qui ont peu d'expérience, donc qui ne sont pas outillés pour faire face à des situations compliquées. Et le deuxième constat, je lance l'idée comme ça. Dans le réseau public, à un moment donné, on s'est dit, la saignée des infirmières vers le privé, vers les agences privées, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Depuis la réforme Barrette, les employés de la DPJ peuvent aller partout dans le réseau. Et ça crée une perte d'expertise. Et je comprends les employés individuellement de se dire, moi, je vais sauver ma peau, je vais m'en aller. Mais ce que ça fait, exactement comme les infirmières qui partent au privé, ça laisse celles du public avec beaucoup plus de travail, ça les épuise. C'est la même chose en DPJ. Est-ce qu'il ne va pas falloir un jour reculer là-dessus et dire, si tu es à la DPJ, il faut que tu restes à la DPJ. Je sais que c'est terrible ce que je dis là, c'est une idée, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais ce que ça permettrait de faire, c'est qu'en gardant des effectifs dans le réseau de la DPJ, le réseau lui-même deviendrait plus fort. La tâche, probablement, qu'elle serait mieux répartie entre les épaules de toutes et tous les intervenantes. Et encore une fois, je veux juste répéter une chose. Je sais que la DPJ est beaucoup critiquée ces jours-ci. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a du très bon travail qui se fait là-bas. Il y a de très bonnes intervenantes qui sont là. Continuez à faire ce boulot-là. On a besoin de vous. Mais il faut aussi critiquer la DPJ pour qu'elle s'améliore. Grosse nouvelle, par ailleurs, dans la presse de Francis Veil, le journaliste, le chroniqueur économique. Il y a 36 CPE, donc financés par le public, qui sélectionnent selon l'ethnie ou la religion. Ça va faire sursauter. On sait déjà qu'il y a un débat là, sur la laïcité des écoles, l'aide publique aux écoles privées religieuses. C'est un débat au Québec. Mais là, Francis a découvert que 36 garderies financées par l'État sélectionnent leurs enfants selon l'appartenance religieuse ou ethnique. Ça touche 2600 enfants, essentiellement
oui, il y a des garderies juives, mais il y en a de toutes sortes d'autres confessions, de toutes sortes d'autres origines ethniques. Et quand on lit ça, la question qu'on peut se poser, c'est si le scénario était inverse. Si vous aviez des CPE qui disaient, chez nous, là, ben, c'est juste les deux souches. Si tu t'appelles pas Tremblay ou Gagnon, applique pas. Si tes parents sont pas dans Saint-Jean-Baptiste, dans la Société de la Saint-Jean-Baptiste, viens pas demander une place en garderie. Et quand je vous donne l'exemple de la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a des associations ethniques qui sont citées comme étant un critère pour avoir une place. Si ton père, ton grand-père est dans l'association XYZ, juive ou musulmane, ben, tu as plus de chances d'avoir une place. Ceci est évidemment inacceptable. Et Francis le souligne dans son texte. C'est quelque chose qui est en contravention de la loi et qui va être en contravention d'un nouveau règlement qui s'en vient justement pour encadrer tout ça. Donc, c'est à lire dans le journal La Presse aujourd'hui. Sinon, sur le site de Radio-Canada, on parle de l'élection de Donald Trump par la bande, par l'optique des jeunes. Les jeunes ont des valeurs de plus en plus conservatrices. Ça gagne du terrain. Les jeunes sont encore progressistes en majorité, mais ceux qui se décrivent comme conservateurs ou ceux qui votent pour des candidats conservateurs sont de plus en plus nombreux. Et on dit là, dans ce reportage d'Alexandre Drolet, que le vote de la génération Z est une des raisons principales de l'élection de Donald Trump. Et ce virage à droite s'observe au Canada. Les 18-19 ans, les 18-29 ans, semble-t-il, aux États-Unis, ont été 42 % à voter pour Donald Trump. Ils avaient été 36 % à faire la même chose pour Joe Biden en 2020. Donc, vous voyez, il y a cette progression. Le curseur qui se déplace à droite, mais aussi, pas seulement dans la population en général, dans plusieurs strates démographiques. Les plus vieux, les plus jeunes, les nouveaux Américains, des gens qui sont issus de l'immigration. Et ce qu'on constate, c'est qu'au Canada, les 18-34 ans sont aussi très, très forts derrière Pierre Poilievre. Donc, on regarde ça. Traditionnellement, la jeunesse est plus à gauche. Là, vous avez une jeunesse qui s'en va plus à droite. On peut ne pas aimer ça. On peut dire que ça n'augure rien de bon. Peut-être. Pas ça mon point. Mon point, c'est pourquoi? Il faudrait explorer ça aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces dernières années, les jeunes deviennent plus conservateurs? Bien, moi, je veux juste souligner une chose à propos de Pierre Poilievre. Je ne sais pas quel est l'attrait général, quel est l'attrait. Chaque Canadien qui appuie M. Poilievre, pourquoi l'appuie-t-il? Je ne le sais pas. Mais quand je regarde chez les jeunes, ça fait des années que Pierre Poilievre, avant tout le monde, martèle le problème du logement. Et le problème du logement, au sens large, c'est un problème de finances personnelles, c'est un problème de prospérité, c'est un problème d'espoir en son avenir économique. Poilievre, pendant que le gouvernement de Justin Trudeau s'entêtait à dire qu'il n'y avait pas de crise, lui, il parlait à ces gens-là. Il parlait à ces jeunes-là qui restent dans le sous-sol de leurs parents. Et il est très populaire chez les jeunes, les 18-34 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'il aborde des problèmes qu'ils ont. C'est pas pour rien qu'il parle de crypto-monnaie. Quand vous vous lancez dans la crypto-monnaie, on peut rire de ça. Mais quand vous vous lancez dans la crypto-monnaie, c'est peut-être aussi parce que vous ne voyez pas d'avenir, vous ne voyez pas d'avenir pour vous, un jeune, dans le système financier normal qui vous est bouché. Donc, je comprends là, qu'on peut déplorer que le curseur s'en va à droite, mais c'est une des leçons de l'élection américaine. Si votre avenir financier est bouché, si l'avenir financier de vos enfants est bouché, vous allez être extrêmement attentif au discours qui va vous parler de déboucher cet avenir financier. Même si c'est avec des solutions loufoques, selon moi, comme les crypto-monnaies. On va vous écouter. Mais les démocrates n'ont pas parlé de ça et ils en ont payé le prix. Autre nouvelle de Thomas Gerbet, cette fois-ci, toujours sur le site de Radio-Canada, des déboursailleurs se disent exploités par des sous-traitants d'Hydro-Québec. On fait du déboursaillage sous les lignes de haute tension, autour là, des arbres aussi, autour des lignes de transport électrique en forêt. Pourquoi? Pour éviter les pannes d'électricité, parce que quand la végétation tombe sur les fils, ça cause des pannes d'électricité. Et là, vous avez des histoires d'exploitation des travailleurs africains qui viennent ici, embauchés par des sous-traitants qui ont obtenu par ailleurs des contrats d'Hydro-Québec à des prix à tout casser et qui ont été exploités. Ils sont envoyés en forêt
ne sont pas transportés avec des VTT. On leur dit marche, traverse des rivières. Il y a des photos. Les pauvres gars traversent la rivière, ils ont de l'eau jusqu'à la poitrine. C'est extrêmement dangereux. Des heures supplémentaires qui sont pas très bien payées, semble-t-il. Des conditions de vie dans les hôtels qui n'ont pas de bon sens. Et l'ironie ici, c'est que les deux compagnies qui sont en cause, là, qui ont aussi perdu leur contrat avec Hydro-Québec, elles sont dirigées par des Africains d'origine. Donc, c'est à lire sur le site de Radio-Canada, mais mémo pour Hydro-Québec dans cette saga. Quand un soumissionnaire casse les prix, bien, ça se peut qu'ils doivent traiter ses employés de façon épouvantable et ignoble comme ça. Donc, avant de donner au plus bas soumissionnaire, peut-être s'assurer aussi que ces gens-là soient bien traités. Je parle des employés. Sinon, aux États-Unis, il y a Donald Trump qui est en train de composer là, sa garde rapprochée, composer son cabinet, son conseil des ministres. Et ce qu'on constate, c'est que le président s'entoure d'abord et avant tout, le président élu s'entoure d'abord et avant tout de gens qui sont d'ardents fidèles à des postes clés. Traditionnellement, en politique américaine, puis je dis traditionnellement, enlevons Trump, là, les gens nommaient pas forcément leurs amis, nommaient des experts, des gens qui avaient une expertise, de l'expérience dans un domaine. Et là, tout ce qu'il veut, M. Trump, c'est une des leçons de son premier mandat, ce sont des gens qui sont d'abord et avant tout loyaux à sa personne, qui lui ont ciré les bottes, un peu comme Marco Rubio, qui est un sénateur de la Floride. Il y a quelques années, quand il s'est présenté contre M. Trump, mais M. Rubio, c'était en 2016, là, avait pas de mots assez dur pour M. Trump. Il le traitait de tous les noms. On va écouter un extrait. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party. A guy who has made a career out of telling people lies so that they come in and buy his product or whatever he does. You ever heard of Trump vodka? You have? Well, it isn't around anymore. Or Trump water? Those are all businesses that are gone because they were disasters. Un fraudeur, un menteur, quelqu'un qui n'a pas de succès en affaires, c'est ce que Rubio disait de Donald Trump et d'autres, disons, délicatesses qu'il lui avait envoyées. C'est fou ce que 8 ans ont pu changer dans la grande famille républicaine. Maintenant, M. Rubio est considéré, semble-t-il, pour devenir le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères de M. Trump. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire pour réagir à tout ce qui se dit en ondes au 98-985. Première entrevue de l'émission, on va parler avec Eric Allen Caldwell. Il est président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal parce qu'il y a des problématiques de vivre ensemble, appelons ça comme ça, de cohabitation entre les sans-abri et les usagers du métro et des autres transports en commun. Et aussi, la STM essaie de prendre des mesures, justement, pour endiguer là, le flot d'incivilité dans le métro. Monsieur Caldwell, bonjour. Bonjour. Donc, parlons d'abord, là, les gens vont pouvoir signaler par texto s'ils voient des incivilités ou des situations problématiques? Oui, bien, dans le métro, vous savez, le réseau cellulaire fonctionne, puis le réseau de données fonctionne dans tout le métro. Donc là, bien sûr, là, s'il y a une situation là, de sécurité là, où vous sentez que vous avez un enjeu de sécurité, il y a toujours le 911 qu'il faut appeler les services d'urgence. Mais s'il y a un autre signalement où vous ne vous sentez pas en sécurité, mais vous considérez que ce n'est pas une situation urgente, bien, vous nous le signalez par texto. Et puis, nous, ça nous permet justement de savoir ce que nos clients veulent, ce que nos clients pensent, puis ça nous permet d'acheminer ces demandes-là pour y répondre. Et il y a plusieurs réponses possibles. Parfois, en hiver, l'hiver va commencer, il pourrait y avoir une patch de glace en face d'une station de métro, mais il faut bien sûr un enjeu de sécurité. Parfois, quand on rentre dans un corridor, on se sent pas en sécurité parce qu'il y a trop de gens qui nous font pas sentir bienvenus. Bien, on veut réagir aussi. Parfois, à un tel endroit, toujours au même coin, on sent qu'on n'est pas en sécurité quand on prend le métro à la même place, que l'éclairage n'est pas bon parce que c'est mal fréquenté, on veut le savoir pour réagir. OK. Puis combien de personnes vont être consacrées à recevoir ces centaines de textos? Bien, vous savez, depuis 2 ans, à la STM, on a 2 priorités. 1, maintenir le volume d'offres de services, puis 2, augmenter la sécurité. Ce qui fait que notre main-d'œuvre, nos effectifs en sécurité ont augmenté depuis 2 ans. On a créé des postes d'ambassadeurs, on a
a augmenté le nombre de constables spéciaux et on a augmenté le nombre de préposés à l'entretien ménager. Donc, ça sera des constables spéciaux qui sont en réfectation, qui ne peuvent pas être sur le plancher, qui avant faisaient des tâches administratives, qui là vont suivre justement ce fil de texto-là. Fait qu'à toute heure du jour, si j'envoie un texto pour signaler quoi que ce soit à la STM, dans le métro, dans l'autobus, il y a quelqu'un qui va le lire. Il y a quelqu'un qui va le lire puis qui va le réacheminer à la bonne personne. En temps réel? Qui va prendre une décision de priorisation puis qui va le réacheminer, oui. En temps réel ou 6 heures plus tard? Non, en temps réel. OK. Ceci dit, ce qu'on fera pas, puis là, il y a une différence, par exemple, avec le 911 ou le 31, il n'y aura pas une rétroaction au client. C'est-à-dire, on ne communiquera pas au client de dire voici l'action qui a été prise, mais à l'interne, chez nous, ça va être dispatché, ouais. Je veux qu'on parle de cette nouvelle qui était dans la presse aujourd'hui. Là. Il y a eu fermeture d'une des entrées du métro Atwater, ce qu'on appelle un édicule. Et ça a été annoncé, disons, assez discrètement, la fermeture de cet édicule la semaine dernière. Là, ça va être fermé pour l'hiver. Pourquoi vous l'avez fermé? Bien, d'un, ça fait déjà quelques années où il y a des restrictions sur les heures de service. Là, on est dans une condition où l'équilibre est rompu. Là. Quel équilibre? Bien, l'équilibre d'être accueillant, inclusif pour l'ensemble de la population et l'équilibre de se sentir en sécurité. Alors là, cet endroit-là était utilisé carrément comme un refuge. C'est-à-dire que les gens qui avaient des besoins, les gens qui étaient sans-abri, les gens qui avaient des enjeux de toxicomanie, de santé mentale, qui ont besoin d'un point de chute, utilisaient cet édicule-là comme point de chute, comme endroit où aller... comme endroit où trouver refuge. Le métro n'est pas un refuge. Alors là, il faut savoir trouver l'équilibre entre un métro inclusif ouvert à tous et cette situation-là qui fait en sorte que, comme client, on doit se sentir en sécurité dans le métro. Et parfois, l'équilibre est rompu et c'est ce qui est arrivé à cet édicule-là. Pourquoi, quand ça a été annoncé, vous n'avez pas dit que c'était pour ça? Il a fallu attendre que ça sorte dans la presse aujourd'hui, une semaine plus tard? Bien, écoutez, on fait plusieurs communications, là. C'est pas moi qui l'ai annoncé. Parfois, je fais des communications qui passent totalement dans le vide, là. Vous me posez une question sur la stratégie de communication. Moi, je suis transparent aujourd'hui avec vous, là. Je vous dis ce qu'il y en est, là. Et puis, c'est ça. OK. M. Caldwell, je rappelle, vous êtes président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Là, vous venez de me parler du point d'équilibre. Ouais. Les populations vulnérables qui vont dans le métro. C'est quoi la politique? Qui est toléré dans quelles circonstances quand il n'y a pas d'affaires là? Le métro est un transporteur. Le métro est un transport public, payé par le public et par les clients, et il doit être ouvert à tous. Parce que tout le monde a des besoins de déplacement, puis parfois, dans un parcours de réinsertion, on a besoin d'un déplacement. Parfois, pour se rendre à un refuge, on a besoin d'un déplacement. Donc, le métro doit être ouvert à tous. Après ça, le métro est un lieu pour se déplacer. Le métro n'est pas un refuge. Alors, le point d'équilibre, c'est quand les installations ne sont pas utilisées aux fins qui sont propres à leur mission, c'est-à-dire d'être un endroit où on peut se déplacer. Alors, c'est pour ça qu'on ne se cachera pas d'histoire. La situation dans le métro n'est pas comme la situation il y a 5 ans. Il y a une hausse de la crise des vulnérabilités à Montréal, il y a une hausse de la toxicomanie, des enjeux de santé mentale, des enjeux d'itinérance, il y a des enjeux de criminalité aussi. Donc, c'est pour ça qu'on investit pour plus de sécurité dans le métro. Si quelqu'un n'est pas en train d'attendre le métro, si quelqu'un dort sur les bancs des stations, si quelqu'un dort dans les couloirs, pourquoi est-ce que c'est toléré? Dans notre règlement, il n'est pas permis de dormir sur les bancs ou dans les corridors. Mais je vous l'annonce, ça arrive présentement, là, sans doute, des dizaines d'endroits dans le métro. Oui. Pourquoi c'est toléré? Bien, on a des gens sur le terrain qui font des rondes et qui vont avec des enjeux de priorité. Alors, je ne dis pas que c'est toléré, c'est dans notre règlement. C'est écrit dans notre règlement, on ne peut pas dormir sur un banc, on ne peut pas dormir dans un corridor. Juste ici, M. Caldwell, et puis je vous croise ici, là, pas loin de la station de radio. Là, on prend la même station de métro. On prend la même station de métro. Ouais. Mais Place Bonaventure, le métro Bonaventure, c'est un refuge. Il y a des gens... C'est un hôpital psychiatrique. Mais il y a des gens... Non, attendez un peu. Là... Nos employés, nos constables spéciaux, ils connaissent les clients dans le métro. Ils vont avec un enjeu de priorité. Oui, il y a des gens, effectivement, au métro Bonaventure, qui sont assis sur des bancs. Oui, il y a des gens qui parfois s'assoupissent. Et oui, il y a des gens qui parfois... Quand ils commencent à changer, qu'à faire des besoins... dans ce temps-là, on les sort. Je m'excuse. Moi, ce que les gens me disent, c'est que les gens reviennent. Ces personnes-là reviennent. Ben oui, mais là, c'est certain. Le métro, on a 68 stations de métro, une moyenne de 2-3 édicules. Mais M. Caldwell, vous ne voulez pas les mettre dehors? Non, c'est faux.
Lorsqu'il y a un enjeu de sécurité, lorsqu'il y a un comportement qui est intolérable puis qui porte une atteinte à la sécurité, sans égard au profilage, là, que ce soit moi, vous ou quelqu'un en situation d'itinérance, il faut intervenir. Il faut serrer la vis. Il y a un employé de la STM qui m'a écrit. J'ai fait un appel à tous aux auditeurs. Puis ce que cette personne-là m'écrit, c'est qu'il y a quelques années, il y avait plus de surveillance. C'était plus facile. On tolérait moins certains comportements. Aujourd'hui, selon ce qu'il me dit, là, quand on dit aux itinérants qui causent des incivilités, qui sont turbulents, je vais appeler la sécurité, il dit avant, il y avait un effet. Aujourd'hui, on se fait rire d'en face. Ils savent que la sécurité ne va pas arriver. Bien, une chose qui est certaine, là, c'est qu'on a augmenté le nombre de caméras. Là, cette année, on va avoir la patrouille électronique avec un centre de contrôle. On augmente le nombre de constables spéciaux, on augmente le nombre d'ambassadeurs, on augmente le nombre de préposés à la sécurité. Alors là, quand on parlait d'équilibre, M. Lagacé, il y a une hausse du phénomène aussi, on va se le dire. Les gens... Il y a des populations à Montréal qui ont besoin d'un refuge et qui ne trouvent pas de refuge et ils s'en vont dans le métro. Ce que vous me dites, c'est que les populations qui n'ont pas de refuge sont bienvenues, invitées dans le métro. Non, ce que je dis, et je vais le répéter, là, le métro n'est pas un refuge. Je pense l'avoir dit 2-3 fois. Le métro n'est pas un refuge. Est-ce qu'ils vont dans le métro? Oui, bien sûr. Mais après ça, il faut... Ou c'est pas un refuge ou c'est un refuge. Vous me dites qu'il y a des populations vulnérables qui vont là. Oui, mais... Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas leur place. Il devrait y avoir d'autres endroits où on peut les envoyer. Pas les mettre dehors dans le fret, mais dire, regarde, l'endroit où tu peux aller pour te réchauffer, c'est là. Et on crée un endroit où ils peuvent se réchauffer, par exemple. Parce que là, les gens sont... Je vais vous lire un commentaire. Écoutez, quelqu'un me raconte, là, je prends le métro 5 jours par semaine. On rencontre de plus en plus de sans-abri, souvent intoxiqués, qui importunent les usagers. Certaines stations sont plus problématiques que d'autres, Snowden, Saint-Michel, etc. Moins d'agents de sécurité. Rien pour inciter les gens à prendre le transport en commun. Je songe sérieusement à reprendre ma voiture. Regardez, là. Est-ce qu'il y a une hausse du phénomène? Oui. Est-ce qu'il y a un manque de refuge à Montréal? Oui, c'est criant et c'est scandaleux, là. Comme on le dit, là, le métro est un lieu public, ouvert, avec beaucoup de portes d'entrée. Alors, bien sûr, on fait des raccompagnements à l'extérieur et parfois, on ne se le cachera pas, les mêmes personnes qu'on raccompagne rentrent dans le métro quelques minutes après. Il y a un phénomène de porte tournante qu'on comprend bien par la configuration. Parce que aussi, les personnes savent qu'il n'y a pas de conséquences à y aller. Ben non, se faire sortir dehors, c'est une conséquence. Si tu reviens puis il n'y a pas d'autres conséquences, il n'y a pas de conséquences. Non, si tu reviens, tu risques de te faire remettre à la porte. Et si on y va avec une autre voie, qui est la judiciarisation, avec l'émission de constat, ben faut faire la triste évaluation que c'est pas beaucoup plus structurant en termes de solutions. Ce qui est vraiment structurant en termes de solutions, c'est faire en sorte que les gens puissent aller ailleurs que dans le métro. Là. Bon, moi, j'ai mes questions, mais les auditeurs ont aussi des questions. On va se laisser sur une situation, puis je veux que vous commentiez. Oui. Merci de parler du problème de l'itinérance dans le transport en commun, surtout à l'approche du temps froid. J'ai littéralement eu à enjamber un campement sur la passerelle du métro Place des Arts. C'était malaisant et j'avais l'impression d'envahir leur territoire. Bon. Qu'est-ce que vous répondez à cet usagère? C'est inacceptable. Quand on parle d'un métro ouvert à tous, c'est qu'on doit s'y sentir le bienvenu en sécurité et pouvoir circuler. Lorsqu'il y a un campement, c'est qu'on s'accapare les lieux. Mais on les partage pas, on les s'accapare. C'est aussi M. Caldwell, qui sont assez à l'aise par un campement dans le métro. Oui, mais ce campement-là, il a sûrement reçu la visite de nos forces de sécurité. Je n'ai pas le détail précis du cas, là, mais puis je suis certain que quelques heures plus tard, il n'était plus là. On ne peut pas tolérer ça. Mais je répète, là, ultimement, là, quel que soit notre niveau d'intervention dans le métro, il ne faut pas se compter d'histoire. On vit dans une ville où il n'y a pas assez de place en refuge. Et à cause de la configuration même du métro avec ses multiples portes d'entrée, on va toujours subir ce phénomène-là. Fait qu'il y a une partie contrôle qui est essentielle, où on resserre nos mécanismes, on met plus de ressources, puis il y a une partie de savoir capter ces gens-là avant qu'ils rentrent dans le réseau. Nous ne sommes pas un refuge, on n'est pas le réseau de la santé, on ne peut pas se substituer à eux. Ils font un bon travail, c'est une question de volume d'offre qui est le problème. OK. Il y a maintenant un service par texto. Les gens peuvent signaler des problèmes dans le métro, dans les autobus. Je vous invite à donner le numéro de téléphone. Oui, le numéro de téléphone, M. Lagacé, merci beaucoup. OK, bon, je l'ai. C'était pas une colle, là? Non, je l'ai ici. Je l'ai en mémoire sur mon téléphone. Moi, je l'ai entré sous la rubrique Sécurité métro. C'est bon. C'est 1-888-786
1119. 1-888-786-1119. C'était pas une colle, je pensais que vous l'aviez. Non, mais je l'ai rentré. Je vous invite, choisissez la rubrique que vous voulez. Moi, je l'ai rentré sous le nom de contact Sécurité Métro. Dès que j'ai un enjeu, je le texte, je prends une photo et je le texte. C'était Eric Allen Cadwell, le président du conseil d'administration de la STM. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bonne journée. Merci à vous. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. On fait le saut ce matin en lisant le journal de la presse, une enquête du journaliste Francis Veil, assisté du journaliste Jean-Hugues Roy. Il y a des CPE au Québec qui sélectionnent des enfants sur la base de critères religieux et ou ethniques. Francis Veil est au bout du fil. Francis, salut. Bonjour. Francis, peut-être résumer là, ce que tu as découvert et que tu expliques dans ton enquête, là, ces CPE qui sélectionnent sur la base de critères, disons, qui sont assez discutables dans une société qui se veut laïque. Bon, alors essentiellement, donc on a découvert qu'il y a 36 CPE ou encore garderies subventionnées dans la région de Montréal qui ont parmi leurs critères des critères religieux ou ethniques. On entend par là des différences appartenance parfois dans les critères de sélection, c'est l'appartenance à la communauté juive ou encore hellénique, arménienne, algérienne, etc., etc. Même haïtienne dans le lot. Enfin bref, ça touche 1600 enfants. Donc c'est quand même très important. Je veux quand même préciser qu'il y a 134 000 places de garderies dans la région de Montréal, donc c'est 2 % de la population, 2 % des places. Donc, c'est 2 % des places. Cependant, il y a quand même là-dessus un accroc, Francis, il faut le dire, à des règles qui sont déjà édictées par l'État. On n'est pas censé faire des sélections comme ça en vertu de critères ethniques ou religieux, là. Bon, alors donc il y a une loi qui existe là-dessus. Là, les données nous sont parvenues d'un site Internet où on sélectionne, ça fait le site Internet qui sont des politiques d'admission des garderies. Chacune des garderies met ses politiques d'admission. Ça s'appelle le site La Place 05, géré par le ministère de la Famille. Mais donc, ce qu'on comprend de ça, quand on voit ça, par exemple, on voit que il y a des garderies comme il y a une garderie juive qui dit faut que vous soyez référé par le grand rabbinat du Québec, par exemple. Donc tout ça, ça nous amène à poser une question. Il y a un article de la loi sur les services de garde, l'article 90, qui bref, ça semble être contraire à l'esprit de cet article de loi-là. Ce qu'il dit l'article en question, c'est que on ne peut pas faire de lien entre l'admission des enfants et la pratique de religion. Pourquoi? Afin de favoriser la cohésion sociale ainsi que l'intégration des enfants sans distinction liée à l'origine sociale ou ethnique ou encore à l'appartenance religieuse. Bref, ça semble contraire à ça. Puis en plus, il y a un règlement qui s'en vient. En fait, il y a un règlement qui a été édicté là pour le fameux guichet unique des garderies. Il s'en vient prochainement, d'ici un an. Et là, ce que le ministère de la Famille nous dit, c'est que ce guichet-là, avec ces critères-là, ne permettra pas d'avoir la communauté culturelle et religieuse comme critère de sélection. Francis, comment est-ce que c'est apparu sur le radar de la presse, cette situation-là, qui a quand même, à mon sens, là, jamais été rendue publique? Bon, là, il y a, suite à mon reportage sur les écoles privées religieuses, qui est paru à peu près tout le débat sur la laïcité dans les écoles à Fort-Belfort, il y a une lectrice qui me contacte pour me dire que tente de trouver une place en garderie, elle est sur le plateau de Montréal. Et là, ce qui se produit, c'est qu'elle va sur le site La Place 05, regarde les politiques d'admission et se rend compte que dans son secteur, il y a beaucoup de garderies, entre autres juives, qui ont des critères, par exemple, d'être membre de la communauté juive, et ce qui fait que ça lui bloque en partie les portes pour aller dans ces garderies-là. Francis... Alors, donc, nous, excuse-moi, Patrick, donc à partir de là, nous, on a Jean-Hugues Roy, spécialiste dans les bases de données, a fait sortir l'ensemble des 2100 garderies de la région de Montréal pour qu'on puisse donc vérifier tout ça. Et c'est ce qu'on a découvert. Donc, 36 CPE et galeries subventionnées et une douzaine donc, de galeries non subventionnées ont aussi des critères de la même nature. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Francis. C'est à lire dans la presse et c'est un reportage vraiment qui détonne. Moi, j'étais complètement ignorant de cette situation-là. Donc, bravo à toi et au journaliste Jean-Hugues Roy. Merci beaucoup. Merci. C'était Francis Veil, qui est journaliste et chroniqueur à la presse. Je me tourne maintenant vers la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Madame Roy, bonjour.
Bonjour. Bien, merci d'être avec nous. D'abord, cette situation-là qui a été exposée par la presse ce matin, des CPE qui sélectionnent des enfants sur la base de critères ethniques et religieux, est-ce que vous étiez au courant de ça avant de recevoir l'appel de la presse? En fait, quelquefois, il peut y avoir des plaintes. Donc, on sait que certains CPE ont des politiques. D'ailleurs, il y a plus de 2000 politiques d'admission. C'est pourquoi, justement, nous, on a mis en place un règlement pour que dorénavant, quand on aura justement le nouveau guichet unique, il n'y aura qu'une seule politique d'admission très claire, où les priorisations vont être très claires, la fratrie, les besoins particuliers, les enfants vulnérables. Alors, ça sera la même politique d'admission parce que pour les parents, là, c'est essentiel que les choses soient claires puis qu'on puisse justement s'assurer de pouvoir avoir accès aux services de garde. Donc, vous étiez au courant, Mme Roy, que ça existait, cette sélection sur la base en CPE sur la base de critères ethniques et religieux. Vous le saviez? En fait, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait 2000 politiques d'admission différentes, ce qui est un fouillis pour les parents. OK, mais expliquez-moi quelque chose. On vient de parler avec Francis et vous avez lu son article dans la presse. Il y a une loi, la loi sur les services de garde qui est entrée en vigueur. Il y a un article qui est entré en vigueur en 2018, l'article 90, qui dit que quand on admet un enfant en CPE, le critère de la religion, l'origine sociale, ethnique, ça ne peut pas être un critère. Donc, je comprends qu'il y a 2000 politiques d'admission, mais comment se fait-il que ces politiques d'admission puissent violer la loi comme ça? Alors, c'est justement, on est en train de mettre en place une seule politique d'admission, donc ça va régler ce cas-là. Mais ce qu'on fait est aussitôt qu'il y a une plainte, on envoie les inspecteurs, on s'assure qu'effectivement, afin de favoriser la cohésion sociale, mais qu'il n'y ait pas d'intégration qui soit faite justement sur ces bases-là. Et on intervient, on fait du suivi auprès du CPE ou de la garderie justement pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination qui va à l'encontre de la loi. J'essaie de suivre, OK? J'essaie de suivre le raisonnement. Il y a un article de la loi depuis 2018 qui interdit au CPE de sélectionner sur la base de l'origine ethnique ou religieuse. Parfait. Là, il y a un nouveau règlement à venir qui va encore resserrer ça. Si le vieux règlement n'était pas respecté, pourquoi le nouveau règlement le serait? En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'à place 05, c'était une liste d'attente qui était d'une coopérative des CPE et le ministère de la Famille a repris cette liste d'attente-là à la fin de 2022, début 2023. Et justement, c'est là qu'on a constaté qu'il y a effectivement 2000 politiques et qu'on s'est mis immédiatement à l'action pour avoir un guichet unique, pour permettre justement aux parents d'avoir toute l'information et s'assurer que les politiques d'admission répondent véritablement à nos critères. Et on en est venu à la conclusion qu'il fallait arriver avec une seule politique d'admission et on le met en place avec le nouveau guichet unique qui s'en vient en 2025. Fait que ce que vous me dites, là, c'est que le CPE Beth Rivka, par exemple, là, où, je cite l'article de Francis Veil, là, qui se décrit comme une académie pour filles, une école où les valeurs traditionnelles de la famille juive prévalent, ce CPE-là va devoir accueillir des enfants qui ne sont pas juifs. En fait, même, il faut suivre aussi un programme éducatif. Et ça, c'est important aussi à l'intérieur même des règles. Donc, dans l'ensemble des services de garde éducatifs à l'enfant, il y a des programmes éducatifs qui font partie du ministère et qui doivent répondre justement à ces critères-là. C'est-à-dire que l'apprentissage, ça ne peut pas être sur la base de croyances, de dogmes. Non, mais ce l'est présentement, là. C'est pour ça qu'on intervient. C'est exactement ça qu'on intervient. Madame Roy, juste une réponse claire, là. Il y a de ces CPE qui sont clairement religieux ou ethniques, OK? On ne se cache pas, là. Le CPE Beth Rivka, c'est une école pour filles où les valeurs traditionnelles de la famille juive prévalent. Là, ce que vous me dites, c'est qu'après l'entrée en vigueur du nouveau règlement, ce CPE-là va être forcé de prendre des enfants qui ne sont pas juifs. Oui ou non? Oui, tout à fait, et de suivre les procédures du ministère en termes aussi de programmes éducatifs, donc de s'assurer que c'est le programme éducatif qui sont recommandés par le ministère à l'intérieur, par exemple, des CPE ou des garderies subventionnées, parce que les parents aussi souhaitent évidemment que ça se fasse dans la cohésion sociale et que ça se fasse sur la base justement de programmes éducatifs qui sont déjà acceptés par le ministère. Des CPE qui sélectionnent des enfants sur des critères religieux et ethno-culturel, est-ce que ça va dans le sens de la cohésion sociale pour vous?
Pas du tout. Puis c'est justement pour ça qu'on intervient, qu'on change les façons de faire, qu'on s'assure qu'il y aura une seule liste claire, où on va justement nous donner les noms. Ce ne sera pas les CPE qui vont pouvoir aller sélectionner des enfants et que ça va se faire selon les règles du ministère et la priorisation va être respectée. C'est demandé par les parents depuis des années, justement. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'arbitraires présentement. Là. Oui, malheureusement, et c'est pour ça qu'on intervient autant au niveau de la politique d'admission que des partenariats qu'il peut y avoir avec différents CPE pour s'assurer que ça respecte nos façons de voir et la cohésion sociale. Ce que vous me dites, là, puis on va s'éloigner un peu des CPE qui sélectionnent sur la base de critères religieux ou culturels, là. Ce que vous me dites, c'est que le niaisage d'appeler, puis rappeler à la garderie, au CPE, pardon, pour avoir une place, le niaisage d'essayer de connaître quelqu'un qui travaille là, tout ça, ça va être fini avec le nouveau règlement. Définitivement. Puis c'est exactement pour ça qu'on le met en place. Puis on met un outil informatique performant où c'est vraiment le ministère qui va dire voici le prochain enfant sur la liste que vous devez prendre. Écoutez, on va voir si ça va marcher. On se souhaite que ça fonctionne. Merci. On travaille pour ça, M. Lagacé. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. C'était Suzanne Roy, la ministre de la Famille. C'est l'heure de la chronique internationale et Dieu sait qui s'en passe sur la scène internationale. Jean-François Lépine est là pour sa chronique. Salut Jean-François. Bonjour Patrick. OK, ça bouge un peu partout. Et demain, mercredi, c'est la fin du délai donné par l'administration Biden à Israël pour régler le problème des livraisons d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Sans quoi, Washington promettrait d'arrêter les livraisons d'armes. Est-ce que Washington va tenir promesse? Bien, ça, c'est la grande question, mais ça montre, d'abord, Patrick, je veux en parler parce que on a tendance, avec tout ce qui se passe autour de l'élection de Trump, d'oublier certaines choses, que les choses continuent. Entre autres, que l'administration Biden continue à avoir des pouvoirs. Jusqu'au 20 janvier. Et donc, cet ultimatum-là est important. On verra s'ils vont réagir parce que les travailleurs humanitaires sur place, internationaux et palestiniens à Gaza, disent qu'ils n'atteindront pas d'ici à demain l'objectif de faire entrer l'aide humanitaire au rythme que les États-Unis souhaitent. Et la situation, on le sait, là. La situation humanitaire est chaque jour de plus en plus catastrophique. L'hiver s'en vient, donc la condition des gens est terrible. Mais il y a un autre point qui est important, et c'est même le journal israélien Haaretz qui documente ça. Le problème qu'on voit, en plus du fait que les camions n'entrent pas à un rythme suffisant, parce que les Israéliens font toutes sortes de blocages à la frontière avant que ça entre autres, au poste de Karem Shalom dans le sud-est de Gaza, mais ce qui se passe après et aux yeux des soldats israéliens qui ne font rien, c'est quand les camions entrent, il y a des milices qui sont des mafias, en fait, palestiniennes, qui rançonnent les camions. Sans quoi, si le chauffeur ne paye pas pour amener son camion jusqu'à Rafah, par exemple, où il y a des dépôts de marchandises, ben on vole la marchandise. Alors, tout ça augmente les prix, évidemment, à la fin. Les prix de l'aide internationale. Puis c'est visible, il y a des images là-dessus dans les journaux. En entrant dans Gaza, après vraiment que le camion soit entré, que les Israéliens les aient laissés entrer, il y a des zones de rançonnage. Les Israéliens voient ça. Il y a des gens armés. Normalement, depuis le début de la guerre, un Gazaoui armé, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Et même parfois pas armé. Et même la plupart du temps, d'ailleurs, pas armé. Beaucoup de victimes civiles, on le dit, 70% des victimes qui sont des femmes et des enfants. Ben, l'armée israélienne... Alors, on imagine le niveau de cynisme de l'armée israélienne dans cette circonstance-là, ces circonstances-là. L'armée israélienne a établi, en plus, dans la région de Gaza, des zones humanitaires avec des hôpitaux de campagne, des services médicaux de base, des tentes, des hangars pour protéger et recevoir l'aide humanitaire. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer là, que dans le nord du pays, on a évacué des gens et on leur dit ces jours-ci, vous ne retournerez jamais plus chez vous. Pourquoi? Ben, encore une fois, les journaux israéliens racontent que depuis quelque temps, les Israéliens ont commencé à construire des infrastructures permanentes pour installer les quartiers généraux de l'armée israélienne. Donc, une forme de recolonisation du territoire. Là, on veut s'installer de façon permanente. Il y a même des colons extrémistes messianiques qui disent à leurs fidèles préparez-vous, identifiez des zones à Gaza où est-ce que vous voulez aller rester parce que on va y aller.
Et il y a Jared Kushner, il faut le souligner, Ça, Jean-François, le gendre de Donald Trump, qui est dans l'immobilier, puis lui a déjà émis l'idée, écoutez, il y a un beau bord de mer à Gaza, il faudrait développer ça. Il a dit ça publiquement, et à l'époque, il faut imaginer que c'est lui, lors du premier mandat de M. Trump, qui était le responsable du dossier du Moyen-Orient, et en particulier d'Israël, un pro-israélien aveugle, et il dit profiter du chaos actuel pour saisir les plus belles terres sur le bord de la Méditerranée. Imagine la provocation de tout ça. Et puis, ce que je veux noter, là, qui est important aussi, c'est qu'il y a le ministre des Finances en Israël, le ministre des Finances là, dans le gouvernement. C'est un colon d'extrême droite. Il s'appelle Bezalel Smotrich. Et hier, il a fait une assemblée devant ses partisans, sa coalition à lui. C'est un gouvernement très constitué de plusieurs coalitions. Et il leur a dit, en commentant l'élection de Trump, durant son premier mandat à Trump, on était à 2 pas de reconnaître notre souveraineté sur les colonies de Cisjordanie. Ça, c'est l'autre territoire palestinien, du côté est d'Israël, qui compte 3 millions de Palestiniens et 700 000 colons israéliens qui se sont graduellement installés là, même si, selon toutes les lois internationales, les conventions, l'ONU, ce sont des territoires occupés illégalement par Israël et il faut idéalement qu'Israël s'en retire. Mais au contraire, lui, il dit, on était à 2 pas de reconnaître notre souveraineté sur les colonies de Cisjordanie avec l'appui de Trump à l'époque. Il dit maintenant, c'est l'occasion d'en faire une réalité. Le gouvernement d'Israël ne cache même plus son intention de profiter du chaos pour précipiter l'annexion une fois pour toutes des territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie avant même l'arrivée au pouvoir de Trump, même si ces territoires, comme je l'ai dit, sont considérés comme occupés illégalement par Israël. C'est une situation qui a été dénoncée lundi par un sommet arabe et musulman qui s'est tenu à Riyad. Riyad, c'est la capitale de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens, avant le 7 octobre, étaient prêts à aller très loin dans le cadre des accords d'Abraham pour reconnaître Israël et pour coopérer avec Israël. Aujourd'hui, le prince Salman, le prince héritier, dit « c'est un génocide qui se passe à Gaza et c'est extrêmement dangereux ». Et je dis dans tout ça, qu'est-ce que le Canada, par exemple, et d'autres pays du monde, qu'est-ce que le Canada fait face à cette situation? Pas grand-chose. On n'entend rien. OK. Hier, c'était jour du souvenir, Jean-François, 11 novembre, pour les soldats qui ont combattu dans les grandes guerres mondiales en Europe. Tu veux nous rappeler là, qu'au moment où on célébrait, il y a une autre guerre en Europe, tout aussi mortelle, qui est en train de se dérouler, là, et elle se passe en Ukraine. Un conflit majeur, où on dit, là, selon les estimés des experts, le gouvernement britannique est très fort là-dedans pour essayer d'estimer le nombre de pertes militaires. On ne parle même pas des civils. Là. Depuis le début, en février 2022, c'est 700 000 soldats russes qui seraient morts ou blessés au combat. C'est énorme. Comme du côté ukrainien, on parle de 500 000. C'est une catastrophe, d'autant plus que le front de cette guerre-là, le front Est, ça bouge pratiquement pas depuis des mois. C'est comme une sorte de vraiment de solution qui n'arrive jamais et là, où il n'y a jamais vraiment de solution claire dans tout ça. Donc, on s'affronte, beaucoup de gens meurent et ça ne mène à rien. Et là, beaucoup de gens pensent, les experts qui observent la situation, voient ce qui se prépare, que les Russes seraient en voie de préparer une offensive impliquant 50 000 soldats, dont les fameux soldats coréens dont j'ai parlé ici. Oui. On dit qu'il y en a 11 000 en Russie actuellement. Ce n'est pas des soldats hyper expérimentés, mais c'est de la main-d'œuvre, d'ailleurs, qu'on va envoyer probablement dans les premières vagues pour un peu comme chair à canon. Là, ça va être un peu triste pour eux. Mais l'idée, c'est que et tout ça va se passer dans la région de Koursk, qui est une région de la Russie près de la frontière, près de la grande ville ukrainienne de Kharkiv, que les Ukrainiens ont envahi. On s'en souvient, il y a quelques mois. On se disait, pourquoi font-ils ça? L'idée, c'était de créer un front à l'intérieur de la Russie pour forcer les Russes à déplacer des soldats sur la ligne de front puis les envoyer là combattre. Les Russes ne l'ont pas fait et là, ils envoient. Là, c'est apparemment l'offensive qu'on attendait, c'est-à-dire qu'ils enverraient 50 000 hommes pour
expulser les Ukrainiens de cette zone-là. Ça va coûter très cher aux Ukrainiens sans qu'ils aient atteint un but avec cette opération-là. Et Jean-François, tu disais que la ligne de front est gelée. La ligne de front est gelée, mais il faut le constater, les Ukrainiens n'ont pas l'avantage là-dedans. Pas du tout. Il y a quand on voit, c'est vraiment les grands magazines et tout ça, les grandes revues spécialisées montrent les petits bouts de terrain. Et c'est sûr que les Russes avancent plus que les Ukrainiens qui font plus de gains. Mais ils ont fait ce gain-là dans la région de Koursk et qu'ils risquent de perdre. En fin de semaine, le président élu Trump et le président Poutine se seraient parlé. Et tu vas voir pourquoi. Il faut y aller au conditionnel. Exactement. Ouais. Et Trump aurait demandé à Poutine de faire preuve de réserve. Alors, on le voit, s'il y a une attaque qui s'en vient, là, on va voir s'il va l'écouter. Mais s'il y a cette attaque-là, ça va être une nouvelle offensive russe très importante. D'autant plus aussi que les Russes vraiment augmentent l'importance des bombardements quotidiennement, là, de façon graduelle. Et alors qu'il y aurait eu cette rencontre-là, M. Trump leur demande de faire preuve de réserve, Moscou dit qu'il n'y a jamais eu de rencontre téléphonique. Ça ne s'est jamais passé. Bon, alors, tout ça augure mal pour le président élu Trump qui a promis de régler cette guerre-là. On s'en rappelle en 24 heures en arrivant au pouvoir. Et au contraire, ce qui se passe, c'est un peu comme en Israël. Hein, on profite du vacuum, là, de la période avant l'arrivée de M. Trump. Les Russes font la même chose et ils donnent tous les signaux contraires en augmentant les bombardements sur le territoire ukrainien et en préparant cette nouvelle offensive. Ils donnent le signal de vouloir marquer des points avant l'arrivée au pouvoir de Trump. On dit de Trump là, que les politiques sont encore à parfaire. Il n'a pas tout dit ce qu'il voulait faire en politique intérieure et extérieure, mais là, il commence à nommer des personnages à des postes clés. Quand tu regardes ça, Jean-François, qui est nommé où? Qu'est-ce que tu peux commencer à décoder sur ses intentions? C'est très intéressant parce que justement, on se dit peut-être qu'en arrivant au pouvoir, il va nuancer ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale et tout ça, là, l'expulsion massive, par exemple, de réfugiés. Je vais résoudre les guerres en 2 jours et tout ça. Ce qui est important, c'est qu'en fin de semaine, on a appris par M. Trump lui-même dans un tweet que Mike Pompeo et Nikki Haley ne feraient pas partie de son administration. Mike Pompeo, c'était son secrétaire d'État à l'époque de son premier mandat. Nikki Haley, qui a été une adversaire pendant les primaires de M. Trump, qui est une femme compétente, était ambassadrice des États-Unis aux Nations unies. Ces deux-là, qui étaient des gens dont on dit qu'ils avaient l'expérience de la gouvernance et du gouvernement, ne seront pas là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les gens que nomme, on les annonce au compte-gouttes, mais je vais vous donner quelques exemples. Tous les gens qu'on est en train de nommer sont des gens qui sont des gens très liés politiquement à M. Trump. Certains sont des politiciens, mais personne n'a vraiment d'expérience de la gouvernance. Donc, l'idée, c'est qu'avant, un président arrivait au pouvoir et nommait des grands commis de l'État plus près de leur tendance, mais quand même, c'était des grands commis d'État qui avaient de l'expérience. Et là, on voit, par exemple, sa chef de cabinet sera Susie Wiles. Qu'est-ce qu'elle est, Susie Wiles? C'est une femme qui a été son organisatrice politique. Aucune expérience au sein du gouvernement. Il vient de nommer la nouvelle ambassadrice à l'ONU. Elle s'appelle Elise Stefanik. C'est une membre de la Chambre des représentants. Aucune expérience dans le domaine des affaires étrangères. Grande fan de M. Trump. Exactement. Elle appuie M. Trump depuis, on s'en souvient pas, on a oublié ça, mais il y a eu une tentative d'impeachment dans son premier mandat. Elle, dès le début, elle l'a défendu ouvertement. Un autre personnage, Lee Zeldin, c'est un avocat, un personnage qui a nié depuis le début de 2021, depuis l'élection de 2020, le fait que Trump avait perdu, il s'est battu pour ça. Eh bien, lui, il va être nommé, écoute ça, là, c'est intéressant, directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Il n'a aucune expérience dans le domaine, mais il promet de restaurer la domination américaine dans le domaine de l'énergie. Alors, j'en passe. 2 derniers candidats, et je vais vite là-dessus, Mike Waltz et Marco Rubio. On a entendu parler de ces gens-là. C'est des politiciens fédéraux issus de la Floride. Il serait nommé conseiller Mike Waltz à la sécurité nationale et Marco Rubio, secrétaire d'État, pour définir la politique étrangère du gouvernement Trump. Ils n'ont aucune expérience de la décision gouvernementale dans ce domaine-là. Et à noter que Mike Waltz, par exemple, est pour l'arrêt de l'aide à l'Ukraine. Alors, on voit à l'entourage qui se prépare
M. Trump continuera à décider, mais quand son entourage est composé de gens qui ont peu d'expérience, mais qui sont très orientés politiquement, avec un programme extrêmement audacieux du côté de la droite, ben c'est pas rassurant. Ça augure encore plus mal pour les Ukrainiens et pour les Palestiniens. Tout à fait. Merci, on va se retrouver vendredi. C'était Jean-François Lépine. Voici Patrick Lagacé. Il y a cette manchette qui fait sursauter. On sait qu'on manque de personnel dans le système de santé. Il semble qu'au CHUM, on ait décidé de faire des compressions budgétaires qui ont affecté le personnel. 33 quarts de travail qui ne seront pas comblés, soit 27 de préposés aux bénéficiaires et 6 d'agents administratifs. Annick Mayotte est la présidente du syndicat des employés du CHUM, affiliée à la CSN. Elle est en studio. Madame Mayotte, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des avis de mise à pied? Il n'y a pas d'avis de mise à pied, mais il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur remplacement. Puis cette semaine, il y a au moins 3 personnes là, qui vont perdre leur poste. OK. Donc, 3 personnes qui reçoivent des avis de mise à pied. Oui, bien, qu'il va falloir qu'ils se trouvent un poste ailleurs dans le CHUM. OK. Pourquoi, d'abord, on dit qu'il y a 27 postes de préposés? C'est pas des postes de préposés, c'est des quarts de travail qui sont supprimés, c'est ça? C'était des postes existants dans la structure. Oui. Qu'il y avait des personnes qui étaient en remplacement. C'est tous des postes qui sont devenus libres après que d'autres personnes aient appliqué sur d'autres postes. Il y a des mouvements. Normal. Mais ces postes-là, ils n'ont pas été réaffichés. Ils retenaient les postes avant de les afficher. Mais tous ces postes-là, ils étaient pourvus de quelqu'un qui travaillait sur les quarts de travail. On nous répète qu'il y a pénurie de personnel dans le système de santé, qu'on manque justement de préposés aux bénéficiaires. Comment est-ce qu'on peut fermer des postes de préposés aux bénéficiaires? Les restrictions budgétaires sont en restructuration budgétaire. C'est ce qu'on nous a annoncé en juin quand ils ont commencé à faire les plus grandes coupures. Mais ces postes-là, on a vraiment besoin. Là, depuis l'ouverture du CHUM, ces postes-là il y a des gens qui travaillent sur ces postes-là, puis c'est requis là, sur les départements. Là. Vous avez appris ça quand que le CHUM allait réorganiser puis fermer des quarts de travail de préposés aux bénéficiaires? Ils ont commencé l'année passée au secteur mère-enfant, puis ils ont coupé 4-5 postes à ce moment-là. Mais là, en juin, ils ont coupé là, une plus grande partie. Puis ils nous ont dit là, la semaine passée là, qu'ils étaient en train de continuer de regarder pour couper encore plus parce qu'ils ont 80 millions à aller récupérer. OK, je sous-entends pas que ces gens-là faisaient pas un travail qui était important, là, mais expliquez-moi, des fois, on peut réorganiser le travail, arriver au même résultat avec moins de paires de bras. Est-ce que c'est le cas dans ce cas-là? Non, présentement, c'est pas le cas du tout. Puis c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu avant de faire une sortie, parce qu'on a fait des interventions avec l'employeur. On leur a démontré que ça affectait beaucoup les soins aux patients. Il y a des patients qui peuvent attendre jusqu'à 30 minutes avant que quelqu'un ait répondu à une cloche d'appel. Puis c'était pas le cas avant? Non, c'était très rare que ça pouvait arriver. Là. Ça pouvait arriver quand il manquait du personnel sur le plancher puis qui n'était pas remplacé. Mais là, c'est régulier. Là, depuis juin, là, c'est régulier qu'on a ces situations-là. Le gouvernement ne veut pas parler d'austérité, Mme Mayotte. Là, ils ne veulent pas utiliser ce mot-là. Mais quand on met bout à bout des nouvelles qui nous parviennent de partout au Québec, il y a un effort de restriction budgétaire quand même dans le réseau. Là. Oui, puis c'est grandissant. On commence à voir là, vraiment les effets là, de ces coupures-là, puis de l'austérité sur le terrain. Puis les travailleurs ils essaient de pallier au manque aux personnes qui se font couper, mais ça ne fonctionne pas du tout. Là. Vous utilisez le mot en A, le mot austérité. Oui. Oui, parce que c'est là qu'on est. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le réseau, puis j'ai jamais vu des coupures de cette ampleur-là dans des départements. Là. Puis jamais vu depuis 25 ans? Depuis 25 ans. Il y en a eu, d'autres mais efforts quand même là, dans le passé. Autant que ça, là, c'est difficile. Là. C'est difficile sur le personnel. Puis le CHUM, on ne se cachera pas qu'on est un centre de pointe. Puis on a des patients très, très lourds. Puis c'est des patients qu'aussi, il faut qu'il y ait une réhabilitation qui soit faite, mais ça fonctionne plus. Vous me dites là. Que vous n'avez jamais vu ça, Mme Mayotte. Je dois vous dire, c'est un peu étonnant. Là. Je me souviens de l'austérité des libéraux qui avaient quand même frappé fort. Pour vous, ce qui se passe présentement, c'est pire que sous les libéraux de M. Couillard. Ce que j'avais connu avant. Oui, ce que j'ai connu avant. Moi, j'étais à Saint-Luc à ce moment-là. Puis
il y en a eu des coupures, il y a eu des mouvements, mais pas autant là, que ce qu'on vit présentement. Là, les départements étaient plus petits, puis on était capable de plus se réorganiser. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Là. Étonnant et inquiétant. Merci d'être venu nous expliquer tout ça en studio, Mme Mayotte. Je vous souhaite une bonne journée malgré tout. Merci. C'était Annick Mayotte, présidente du syndicat des employés du CHUM, le CHUM affilié à la CSA à Nuit. Elle publie cet automne son 5e livre, un 4e roman pour elle. Vous la connaissez. Vous la connaissez depuis longtemps. Dominique Bertrand, ex-mannequin, animatrice et aussi autrice désormais, nous présente le livre La Caravane des anges. Bonjour Dominique. Allô. C'est une très belle prémisse, ce livre-là. Oui. Ce sont des gens qui sont séparés partout. Et une veille de Noël, contre toute attente, se retrouvent pognés en bon québécois, dans un Walmart, et c'est là qu'ils vont faire le réveillon. D'où est venue l'idée? Bien, écoute, je lisais le journal et j'ai lu un petit entrefilet où on disait qu'un Walmart était resté ouvert toute la nuit en Ontario, il y a quelques années, en raison d'une grosse tempête de neige. Alors, toutes les routes étaient bloquées, tout le monde a convergé vers le Walmart. Alors, c'est évidemment... Moi, avec mon imagination, je me suis dit, c'est formidable. On peut mettre dans un huis clos, en fait, dans un endroit clos, un paquet de monde qui n'ont rien à voir ensemble puis qui vont devoir passer Noël ensemble. Puis c'est peut-être même pas leur religion, Noël non plus. C'est un peu le cas dans mon livre aussi. C'est pas tout le monde qui est destiné à fêter Noël. Alors, c'est parti de là. Et puis, je m'inspire beaucoup, en général, de l'actualité, de ce qui m'horripile, de ce qui me révolte, de ce qui me scandalise. J'ai donné chair à des personnages dont on lit les histoires macabres dans les journaux. Puis je leur ai trouvé, je leur ai donné une belle vie. Une humanité? Oui, une humanité, puis je leur ai donné un bel avenir, alors que je ne sais pas ce qui arrive avec l'avenir de ceux dont j'ai lu l'histoire terrible. Quand tu as lu cette nouvelle, cette insolite, comme on dit dans les médias, savais-tu dès ce moment-là que tu allais écrire un roman là-dessus? Oh, Immédiatement. Mais moi, en plus, j'ai comme une espèce de maladie mentale. Je ne sais pas si les autres auteurs sont comme ça. Mais moi, mes histoires se développent devant moi. Je sais toujours, quand je commence un livre, je sais toujours comment ça va commencer, ça va être quoi le nœud, comment ça va finir. Des fois, je sais même la dernière phrase. OK, parce que, Dominique Bertrand, il y a des auteurs, des autrices qui vont se laisser porter par le récit. Oh non, moi, je suis pas capable. Qu'ils disent, je commence, je suis ben trop control free. J'ai une prémisse, mais je sais pas ce qui va leur arriver. Stephen King a dit ça. Je sais pas ce que ça va leur arriver, ce qui va leur arriver, et la fin me vient à un moment donné. Non, moi, j'ai toujours je sais où je m'en vais. Ça ne veut pas dire que je vais aller nécessairement dans tous les mêmes raccoins que j'avais pensé aller, mais j'ai besoin d'avoir un certain plan. Ça me sécurise. Puis, bon, je peux jouer là-dedans, changer ça un petit peu au cours du temps. Des fois, il peut y avoir une idée de nouveaux personnages que je n'avais pas prévu qui arrive et qui change la donne un peu. Mais c'est quelque chose d'écrire. Un vieux monsieur qui se sauve du CHSLD. Georges. Il y a un gars qui vient d'être libéré de prison. Il y a une ancienne fille de joie. C'est ça, lui, Michel, qui est le personnage central. Lui, il sort de prison après 8 ans, puis on ne sait pas qui a tué, puis dans quelles circonstances, mais on va le savoir juste à la fin. Il y a aussi ce jeune Marocain qui ne retourne pas avec sa famille dans son pays parce qu'il y a une double vie ici, puis il veut vivre sa vraie vie. Ton personnage préféré, c'est lequel? Bien, je te dirais, bizarrement, que mon père... Bon, évidemment, la petite Colette, moi, je suis une mère, alors je suis une grand-mère d'une petite fille. Fait que c'est sûr que la petite Colette, une petite fille maltraitée, c'est la petite fille de Grimby, Colette. C'est inspiré de cette petite fille-là. Mais je te dirais que, bizarrement, même si c'est pas mon genre, mon sexe, c'est Michel qui me ressemble le plus. Le gars qui sort de prison. Le personnage principal, oui, le gars qui sort de prison, exactement. Son cœur, à lui, ressemble le plus au mien. De quelle façon? C'est plus important pour moi la conscience que la religion, plus important pour moi la conscience que la loi. Michel est comme ça. Avoir bonne conscience, savoir... Il est en paix avec lui-même. Oui, le sens du bien et du mal, c'est sacré pour moi. Ça peut changer tout le temps parce que ça change tout le temps, les lois changent, tout change. Mais pour moi, le bien et le mal, si je fais quelque chose de mal... Consciemment, je vis très mal avec ça, vraiment. Pour moi, la notion du bien et du mal est bien importante. Pour lui aussi, mais différemment de certaines personnes.
C'est intéressant ce que tu dis sur la notion de bien et de mal, et surtout que ça peut changer. Oui. Est-ce qu'il y a des règles universelles de ce qui est bien et mal? Bien, je te dirais, quand tu fais mal à autrui, c'est-à-dire quand tu sais que consciemment, tu nuis à autrui, c'est sûr que ça ne marche pas, là, tu comprends? Il faut que tu te poses des questions. Ce que tu dis, ce que tu fais a des conséquences sur les autres. Tu essaies de vivre en fonction de ça. C'est pas toujours facile, mais des fois, moi, je me ferme la margoulette parce que je me dis, Seigneur, si je me loue, je vais en détruire une coupe. Les mots viennent facilement. Une autrice, c'est facile avec les mots. Mais je te dirais que le bien et le mal, pour moi, c'est une affaire vraiment, vraiment importante. Et ce qui est bien, c'est ce qui apporte du bien aux autres. En fait, c'est ça. Le bien, c'est ce qui change la vie des autres pour le mieux. Et le mal, c'est ce qui risque de changer la vie des autres pour le pire. Il n'y a aucun jugement dans ton récit, non. Dans la caravane des anges. À un moment donné, tu décris cette femme-là qui a été prostituée, qui donne encore des services de façon bénévole à ses meilleurs clients. Oui. Et je sentais, âgée, elle est vieille, là. Juste de l'empathie. Ben oui, ben c'est sûr. Parce qu'elle appelle ça son bénévolat maintenant. Elle dit, bon, moi, je ne demande plus une scène, là, tu comprends? Puis évidemment, ses clients l'ont suivi, puis ils sont presque aussi vieux qu'elle. Fait qu'il se passe plus vraiment grand-chose. Il y en a qui sont à l'article de la mort. Exactement. Oui, des fois, il y a même des médecins qui... Puis ça, j'ai entendu ça. Il y a des médecins qui appellent des prostituées. Il y a des gens qui meurent, des hommes qui meurent seuls à l'hôpital, puis qui disent, moi, j'ai besoin de sentir le corps d'une femme contre moi. Puis elle le dit dans le livre. Elle dit, moi, des fois, il y a des médecins qui m'appellent, puis j'y vais, puis le monsieur, il est mourant. Oui, mais cette réflexion-là, de cette femme-là, c'est pas juste du fait de la fiction. Tu as déjà entendu ça? J'ai déjà entendu ça, oui, exactement. Puis je peux comprendre qu'un homme qui meurt, qui est seul, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de femme, qui est tout seul, je peux comprendre. Elle dit dans des mots très poétiques, passer de mes bras, des bras d'une vieille femme flétrie à celui de Dieu. Tu sais, y a-t-il quelque chose de mieux que ça pour mourir? Mais dans ce roman-là, ce qui est intéressant, c'est que chacun des personnages nous porte à avoir des a priori sur leur personnalité. Oui, on les met dans des petites cases tout de suite. Oui, puis on trouve que non, tu sais. Mais finalement, plus on lit le livre, plus on se rend compte que on s'était fait des idées, en fait, des a priori, des idées reçues, embarquées là-dedans. Puis finalement, on se rend compte qu'on est très, très facile. C'est très facile pour nous de juger les gens sans connaître leurs batailles, sans connaître leurs histoires. Dominique Bertrand, tu disais tantôt, mes romans sont inspirés par des faits vécus, par l'actualité. Qu'est-ce qui retient ton attention dans l'actualité ces jours-ci, cette semaine-ci? Oh mon Dieu, bien évidemment, je ne peux pas passer à côté de l'histoire de politique de l'avènement de Trump. Là, moi, ça me jette à terre. Et là, quand on parle de bien et de mal, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve difficile. Comment? Bien, parce que je trouve que comment on peut donner à cet homme-là, puis là, c'est vraiment ma position personnelle, là. Je peux comprendre que d'autres personnes aient des positions différentes, mais je ne comprends pas qu'on puisse donner à cet homme-là le pouvoir d'appuyer sur le bouton rouge et déclencher des guerres quand on sait tout ce que cet homme-là traîne comme passif. Comme passif. Les accusations criminelles, exactement. Les déclarations incendiaires. Je me dis, écoute, bon, là, vraiment, c'est quelque chose. Il est misogyne, il est misanthrope, il est tout ce que j'haïs. Mais il y a quand même, Dominique, il y a quelque chose de fascinant dans le fait que malgré toutes les casseroles qui traînent, il y a la moitié des Américains un peu plus qui l'ont choisi. Je sais. Et c'est fort probablement pas tous des misogynes et des racistes. Probablement, mais qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. Mais je me dis, comment ça se fait qu'on a donné notre aval à une personne qui risque de faire du mal à notre mère, à notre fille, qui a... Tu sais, moi, ça ne marche pas, là. As-tu suivi la saga des masculinistes qui se sont ramassés, tout le monde en parle? Je ne l'ai pas suivi, mais j'ai suivi ce qui s'en est dit après, mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Ce phénomène-là, du retour aux bonnes vieilles valeurs, les gars qui prônent que madame est la reine du foyer, puis moi, je suis le roi de tout. Moi, ça ne marche pas. Moi, ça passe pas. Ça vient d'où, tu penses? Ben, c'est de la peur. En général, c'est toujours ça. Ils veulent nous remettre dans notre trou. C'est pas compliqué. Ces gens-là, en général, ils s'attaquent à ta lumière dans le but de l'éteindre. C'est ça. Belle image. Ben, c'est carrément ça. Ben moi, me dire, parle à mon mari pour le fun s'il va être capable d'éteindre ma lumière pour le fun. Non, mais Dominique, on a beaucoup parlé de ces masculinistes, de ces gars-là, ces influenceurs-là. Les femmes qui sont charmées par ça, quel regard tu portes là-dessus?
Ben, écoute... Parce que ces gars-là ont des blondes, ont des épouses. Oui, mais regarde, si ces femmes-là embarquent là-dedans, c'est peut-être qu'elles-mêmes ont peur de prendre leur vie en main, de prendre leurs responsabilités, puis d'être runnées par... Ils ont besoin d'être runnées par quelqu'un d'autre parce que c'est plus facile. Mais ces femmes-là, probablement qu'elles ne voient pas le bon côté et les satisfactions que procure le fait de prendre ta vie en main et de ne pas avoir besoin de personne pour te dire où aller, quand parler, quoi faire. Hey, moi, là, je vais te dire, là, je suis une mauvaise cuisinière, je tiens pas bien de maison, rien. Hey, moi, ça ferait même pas avec un masculiniste. Il dirait, t'es même pas bonne, va-t'en. Ça n'a pas de bon sens. Alors, non. Fait que pour moi, ça passe pas. Je veux pas qu'on recule. Jeannette Bertrand doit vraiment trouver cette intervention-là épouvantable, elle qui a travaillé si fort pour qu'on gagne nos galons, puis que on peut pas reculer, ça n'a pas de bon sens. Je te parlais d'empathie tantôt. Pourrais-tu écrire un roman sur des personnages comme ça? Parce que quand on écrit, quand même, on se rapproche de ces individus-là. Oui, puis on se rapproche. En fait, oui, ça serait sûrement possible. Parce qu'en dessous de cette bravade-là, il y a une fragilité qu'il faudrait aller chercher. Ça vient d'où, OK, toi, tu vois pas le gros tough avec les gros muscles. Tu vois un gars moi, j'ai fragile. 25 ans de thérapie avec le même psychiatre. Fait qu'il n'y a pas grand-chose que je rate. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que plus tu te connais, plus ça devient facile de voir les autres en dessous de la carapace. Fait que ça m'impressionne pas. Je trouve ça con, je trouve ça niaiseux, je trouve ça bon, puis je trouve ça dangereux, à la limite, dans le cas de Trump. Mais la fragilité en dessous de cette bravade-là, je la vois tout le temps. Alors, je pourrais très bien... C'est peut-être même une très bonne idée, même, tiens, ce que tu viens de lancer là. Moi, parce qu'il y a quelque chose en dessous de ça. Il y a une fragilité, puis il y a une... Je suis pas d'accord avec eux, mais ce sont des personnages... C'est quasiment des personnages de films, ces gars-là. Bien, ils sont quasiment irréels. Mais en même temps, ils sont réels. T'sais. Alors, c'est pour ça que c'est dangereux. Mais toi, tu vois la faille. Tu vois la faiblesse. Bien, tout le monde en a une. Mais eux s'acharnent à la cacher, je pense. Oui, mais ça pogne pas. Je veux dire, si on est intelligent le moindrement, puis qu'on a une facilité à lire la personnalité des gens, leur faiblesse à l'intérieur, hey, ça prend pas grand-chose. Là. Tu parles 15 minutes, puis tu te rends bien compte que ce gars-là, il a peur des femmes, pas à peu près. Et my God, c'est clair, tu sais... La peur des femmes, c'est pas d'hier. Tu sais, les sorcières de Salem, puis la peur des femmes en général, là, c'est pas... Bien, c'est ça. On est forte, puis on va être capable de passer à travers des propos comme ceux-là. On va les balayer, comme on fait avec le reste qui nous empêche de voler de nos propres ailes. Dominique, merci pour la conversation. Toujours intéressant de te croiser. Merci beaucoup. C'était Dominique Bertrand qui nous parlait, entre autres, de son livre, son dernier roman, La Caravane des Anges. C'est le temps de le lire, là, juste avant Noël. C'est full Noël. C'est full Noël. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toi, Patrick.